En octobre 1973, suite à la guerre du Kippour en Israël, l'économie mondiale est stoppée net par le premier choc pétrolier. C'est la fin des 30 Glorieuses. Tandis que l'économie française rentre dans la crise pour s'y installer durablement, l'État commence à s'endetter. On se demandait quel serait l'impact sur la population de la violente récession qui a frappé le pays. Toujours plus riche d'un côté, toujours plus pauvre de l'autre, et entre les deux, le fossé continue de se creuser. Il faut aider les riches à devenir encore plus riches. En consommant, en investissant, ils vont inonder de leur argent la société tout entière. Les plus modestes profiteront des effluves laissés par les riches. Des ouvriers payés une misère, fabriquant des vêtements vendus ensuite pour les grandes marques de prêt-à-porter. D'après l'ONG britannique Oxfam, l'an prochain, pour la première fois sur la planète, les 1% les plus riches posséderont plus de richesses que ce que possèdent les 99% restants. Elle a eu un grills entièrement en diamant. Ça vaut au moins 50 000 $. Mes parents m'ont acheté un grills conçu par Johnny Dang et Paul Wall. Dans la pratique, on assiste à une redistribution de la richesse des plus pauvres vers les plus riches. Les plus modestes ont vu leur niveau de vie baisser, tandis que les plus aisés se sont enrichis. Au Royaume-Uni, entre 1980 et 1990, tandis que le revenu des 10% les plus pauvres a baissé de 10%, celui des 10% les plus riches a augmenté de 60%. Au total en France, le nombre de démunis est passé à 8,2 millions contre 7,8 millions en 2008. Un peu plus de 13% des Français, 13,5%, vivent sous le seuil de pauvreté. La pauvreté recommence à augmenter en France, lentement mais sûrement. Les plus de 50 ans et les jeunes au chômage sont les principales victimes de la crise de 2008. Bref, la pauvreté s'étend et pour les plus démunis, elle prend racine. Comment nous menaçons l'avenir, notre propre avenir, en étant un des résultats de cette croissance de la complexité et qui arrive à un moment donné où la question se pourrait se poser, la complexité s'est-elle fourvoyée? Selon l'ONG WWF, les forêts tropicales pourraient avoir complètement disparu dans 100 ans au rythme actuel de la déforestation. Pourquoi ça se présente aujourd'hui? Pourquoi c'est à notre période, dans nos décennies, que nous sommes confrontés à cette menace? On estime que un mammifère sur 4 est dans un danger critique d'extinction dans un futur proche. Un oiseau sur 8. Chaque année en France, on dénombre de nouveaux terrains toxiques. Encore en activité ou déjà en friche, il y en aurait à ce jour près de 400 000. D'ici 2050, 15 à 30% des espèces, animales et végétales, auront disparu. Un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. On ne voit plus la planète comme une magnifique oasis, magnifique, on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre. C'est l'horreur absolue. On n'arrête pas d'accroître les déchets, les rebuts, etc. Y a-t-il, dans nos appareils, un ou plusieurs composants plus fragiles, délibérément choisis par le fabricant pour écourter leur durée de vie? Quand un appareil est programmé pour vous lâcher au bout de quelques années seulement, vous obligeant à en racheter un autre, cela s'appelle l'obsolescence programmée. C'est garder les éléments positifs de l'évolution. Mais je ne peux pas souscrire à la bombe atomique, aux armes, à cette fureur de l'humanité. Il existe plus de 116 000 produits chimiques synthétiques. Nous ignorons quelles peuvent être leurs interactions et en fait nous sommes des cobayes. Présents dans les canettes, dans les tubes dentifrice ou encore dans les barquettes alimentaires, nous côtoyons l'aluminium chaque jour et l'ingurgitons à nos dépens. Et pourtant, il est toxique, surtout lorsqu'il se loge dans notre cerveau. L'eau n'est pas débarrassée des produits chimiques, du combustible pour fusées, des pesticides, de certains produits pharmaceutiques qui proviennent des grands élevages de bétail ou des stations d'épuration. Des particules dangereuses, cachées dans notre alimentation. Vous êtes fou d'avaler ça, un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Cancer, malformation de naissance, puberté précoce et même autisme. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Ils sont
partout, dans les aliments que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons. Ils font la fortune de firmes opaques et même secrètes dont vous ignorez presque tout. Dans plus de 25 départements, 300 millions de tonnes de déchets radioactifs ont été abandonnés sans aucune surveillance. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Elles sont partout sans que nous puissions les voir. Les ondes électromagnétiques, Wi-Fi ou 4G sur les tablettes ou les téléphones. Les enfants y sont constamment exposés. C'est justement dans un nouveau rapport que les autorités sanitaires mettent en garde contre ces fréquences. Elles pourraient causer des problèmes sur le cerveau des enfants. En tout cas, elles ont un impact. Il faut savoir que ces installations électriques peuvent représenter une menace à plus ou moins long terme sur notre santé. Une pollution invisible, inodore, indétectable. En effet, ce sont les champs électromagnétiques, ces ondes invisibles émises par l'électricité, qui sont pour de nombreux chercheurs, médecins et psychologues cause de troubles neurovégétatifs, de perte du sommeil, d'angoisse, de stress. Depuis des décennies, les autorités ne semblent pas s'en préoccuper, laissant les populations dans l'ignorance. Les nombreuses études internationales, y compris celles de l'OMS, ont démontré qu'elle serait même la cause de certains cancers. On avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui recevaient aucun traitement. Ou alors on traitait avec notre produit, le RU 58 668. Je pense qu'à la caméra on voit rien, parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond. Elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit « Oui, mais vous voyez, 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. » Donc on l'arrête. En 2014, le rhume leur a rapporté près de 310 millions d'euros. Alors dès le début de la saison du rhume, ils n'hésitent pas à mettre le paquet sur la communication. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirines. Le souci de tout agent économique, c'est de vendre un maximum, mais évidemment avec un maximum de bénéfices. Tout ça en épuisant la planète, en affamant les autres. Et c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... Les gens ne savent pas ce qu'est l'Union européenne. Ils ne savent pas qui la gouverne, ni comment. Mais ils savent que ce ne sont pas des élus du peuple. Jusqu'alors, la dette publique française est quasi nulle. Quand l'État a besoin d'argent, la Banque de France lui fait des prêts pratiquement sans intérêt. Pour le ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, ce système est archaïque. L'État empruntera désormais auprès des investisseurs privés et paiera des intérêts. 2000 milliards d'euros. Pierre Moscovici confirme que la dette sera un record en 2014. Rendez-vous compte du truc, 2000 milliards d'euros. C'est le PIB de notre pays, c'est la richesse nationale de la France. C'est la désignation d'acteurs politiques qui vont tout décider à notre place, tout décider à notre place, sans qu'on puisse les foutre dehors, sans qu'on puisse rien dire. Et en plus, on les désigne parmi des gens qu'on n'a pas choisis, et qui sont toujours choisis. Ceux qui sont élus, c'est toujours ceux qui ont été poussés par les plus riches. Bruxelles abrite 2500 structures de lobbying, 15 000 lobbyistes, le deuxième pôle de lobbying mondial. Seul celui rassemblé à Washington DC est plus important. Tout cela cache en fait un pouvoir obscur, une industrie tout entière qui opère discrètement dans l'ombre. Ce pouvoir, ce sont les lobbies. Les politiques et les citoyens pèsent parfois peu face à l'industrie des pesticides. Ce qui nous empêche de penser, c'est d'appeler suffrage universel ce qui ne devrait pas s'appeler comme ça. Le suffrage universel, ça devrait être un homme, une voix, pour voter les lois. Si vous observez la topographie de la place Schuman, le centre névralgique de la politique européenne, vous voyez la Commission d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre. Et tout autour, vous avez les bureaux de lobby dont la plupart appartiennent à de grandes multinationales. Il y en a aussi dans les petites rues adjacentes, jusqu'au Parlement européen et même au-delà.